bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être là au rassemblement organisé en concertation et en coopération avec le PRCF, le Mouvement de la Paix, les Amis de Martha Desrumaux, le Parti communiste français et le Centre d'analyse des mouvements populaires. Ici à Tulle, devant cet arbre de la paix qu'on a redécouvert. Et maintenant qu'on l'a redécouvert, on va pouvoir assister et organiser des cérémonies plus fréquentes. Bon, aujourd'hui, Tulle la rebelle, c'est le nom de ce rassemblement. En ce 8 mars 2026, qui est la journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité rendre hommage à celles qui, dans l'histoire, ont été trop souvent oubliées, trop souvent méprisées ou reléguées au second plan. Des femmes résistantes, ouvrières, qui ont participé à la résistance avec abnégation et avec tout un engagement vissé au corps. Nous avons trop souvent oublié ces femmes. Et les différents intervenants et intervenantes qui prendront la succession de cette prise de parole pourront vous donner tout le détail. Moi, je ne vais pas parler très longtemps parce que aujourd'hui, je préfère qu'on laisse la parole à ces femmes engagées qui portent fièrement cette histoire populaire. Tulle, c'est particulier, c'est une ville populaire et ouvrière qui s'est construite dans cet esprit-là, qui s'est construite après des événements terribles et surtout qui a gardé au fond d'elle-même cet esprit-là qui est associé à des valeurs d'humanisme, à des valeurs de solidarité, à des valeurs de sororité et de fraternité. Et c'est dans cet esprit-là que nous souhaitons pouvoir mettre en lumière ces femmes qui ont porté et qui ont participé à construire cet héritage populaire et ouvrier. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Il y a ces femmes qu'on a oubliées, Danielle Casanova, Germaine Tillon, Martha Desrumaux aussi, que l'on découvre encore un peu plus chaque jour grâce aux amis de Martha Desrumaux. Il y a ces femmes corésiennes qui ont également participé à construire cet héritage-là. Il y a, là aussi la liste n'est pas exhaustive, Paulette Arnal, Élise Lescure, Élise Bronchère également, Jeannette Fossard. Et souvent, ces femmes dont on n'a pas les noms parce qu'elles étaient dans l'ombre. Et c'est aussi à ces femmes-là que nous avons besoin de rendre hommage. Ces femmes qui ont participé à la résistance et qui n'ont pas uniquement fait des tâches subalternes, qui ont réellement eu un rôle dans la résistance. C'est à ces femmes-là aujourd'hui que nous souhaitons rendre hommage parce que nous avons besoin de garder au fond de nous cet esprit-là, cet héritage-là, cette histoire-là pour continuer d'avancer. Et la fierté que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes filles, des jeunes femmes qui viennent s'imprégner de cette histoire-là pour continuer le combat à nos côtés. Merci à vous. Je laisse la parole à Nathalie Sage-Bronchère pour le PRCF. L'émancipation des femmes est la mesure principale des progrès de la civilisation, écrivait Marx. Partout où le capitalisme et l'impérialisme agissent au prétendu nom de la démocratie et du droit des peuples, la condition des femmes recule. Ayons à l'esprit les femmes afghanes dont l'existence sociale est annihilée depuis que les États-Unis, après avoir détruit le pays et imposé un gouvernement fantoche, les ont abandonnées aux mains des talibans soi-disant repentis. Pensons aux femmes yézidis, victimes collatérales des catastrophiques interventions américaines en Irak et de la montée des islamismes qui en ont découlé. Pensons aux 165 fillettes iraniennes sacrifiées dans leur école à l'orée de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran. Partout où le capitalisme sévit, la condition des femmes est un champ perpétuel de régression et d'avancées acquises au prix de luttes constantes et sans cesse remises en question. La Journée internationale du droit des femmes est née de la volonté révolutionnaire d'un changement global de société et de l'abolition du capitalisme. Elle est voulue dès l'origine par les militantes de l'Internationale socialiste des femmes qui en décide la création
lors du congrès de Copenhague en 1910, à l'initiative de Clara Zetkin, de Louise Zitz et d'Alexandra Kollontai. Cette journée de lutte, elle est saisie par les ouvrières de Saint-Pétersbourg en février 1917 pour se soulever contre l'oppression tsariste et pour donner le coup d'envoi à la première révolution russe de février. C'est en leur hommage que la Russie soviétique fait du 8 mars, selon notre calendrier, la journée internationale des femmes en 1921, avant que cette date ne soit largement reprise par les mouvements révolutionnaires et féministes. Le XXe siècle des luttes féminines, ouvrières et communistes fut un siècle de conquête des droits des femmes. Droits individuels et politiques avec le vote, la libre gestion de leurs biens et de leurs revenus, la liberté de décider seule de travailler. Droits syndicaux, avec la création de droits propres aux femmes en fonction de la pénibilité des postes de travail et avec la prise en compte pour la retraite de l'impact des maternités sur les carrières. Droits imprescriptibles à disposer de leur corps avec la contraception, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, la possibilité de devenir mère sans y risquer sa vie. Chacune de ces victoires marque un recul de l'exploitation capitaliste et patriarcale. Chacune de ces victoires a été permise par l'engagement de femmes et d'hommes dans les luttes du quotidien, comme dans celles des grandes mobilisations qui ont soulevé toute la nation lors du Front populaire, de la Résistance, de mai 68 ou de l'hiver 95 pour la défense des retraites. Mais aujourd'hui, des combats restent à mener pour faire progresser ces droits et défendre ceux qui sont attaqués par les contre-réformes néolibérales promues par les gouvernements français successifs, en s'appuyant sur les recommandations pressantes de l'Union européenne, qu'elles soient contraignantes ou non. L'égalité salariale à tâches et temps de travail égaux est encore à conquérir. La paupérisation des femmes prolétaires, grandes victimes de la destruction des acquis sociaux et de la précarisation de l'emploi, temps partiel, contrat à durée déterminée, métier des services à la personne, s'accentue inexorablement. 33% des femmes, des mères célibataires, vivent en dessous du seuil de pauvreté. La remise en cause de la retraite par répartition, au nom de l'équilibre budgétaire imposé par Bruxelles, et pour ouvrir la porte en grand au fonds de pension, touche au premier chef les femmes, moins bien payées, aux carrières incomplètes et hachées par l'éducation des enfants et le chômage. La vie des femmes est menacée par les violences physiques et morales qu'elles subissent et contre lesquelles le gouvernement et ses services de police et de justice n'agissent pas en conséquence. Elle est menacée par la destruction des services publics de santé et son impact direct sur les populations les plus vulnérables et délaissées. Les femmes des départements et régions d'outre-mer, à l'instar des femmes étrangères résidant en France, ont 2 fois plus de risques de mourir de leur maternité que leurs concitoyennes de métropole. La constitutionnalisation de la liberté d'interrompre une grossesse, pour importante qu'elle soit, ne change rien sur le terrain aux difficultés croissantes qu'ont nombre de femmes à obtenir une IVG dans les délais légaux et à proximité de chez elles. L'Union européenne, qui se garde bien de porter une politique d'extension de ce droit, vient d'ailleurs de refuser la création d'un fonds spécial dédié aux femmes ne pouvant avorter en sécurité dans leur pays. L'émancipation féminine est donc indissociable de combats politiques et sociaux, porteurs d'une émancipation globale, ouvrant progressivement la voie à une société d'égalité, libérée des entraves du capitalisme et de l'impérialisme. Elle est aussi du combat pour la paix mondiale, menacée de toutes parts par les va-t-en-guerre impérialistes américains, israéliens et européens. Les grandes militantes féministes révolutionnaires ont été des défenseuses de la paix. De Rosa Luxembourg aux résistantes françaises de la Seconde Guerre mondiale, Danielle Casanova, Madeleine Riffaut, Martha Desrumeaux et Ancorez, Élise Lescure, Élise Pranchère, Marie-Louise Petitot et tant d'autres. Aujourd'hui, les femmes de Gaza, de Cuba, du Venezuela, d'Iran sont à leur tour des combattantes de la paix, tout comme le sont celles qui se dressent au quotidien contre les résurgences actives du fascisme, qu'elles conservent la mémoire des victimes chiliennes de la dictature ou qu'elles refusent la tyrannie de la police anti-immigration de Trump jusqu'à en mourir, comme René Good. Face à la fascisation galopante qui gangrène la France, l'Union européenne et une grande partie de la planète, face aux menaces sur l'existence même de l'humanité, le combat pour l'émancipation des femmes doit être un des axes centraux de la lutte pour un socialisme-communisme de nouvelle génération qui passe par l'indispensable sortie de l'OTAN, machine de guerre, de l'Union européenne
qui soutient cette machine de guerre et du capitalisme. Le combat pour la liberté, la solidarité, la paix et les lumières continue. Bravo. Bonjour à tous. Pourquoi le 8 mars? Pourquoi le mouvement de la paix? Dès l'origine, les femmes qui ont porté l'idée d'une journée internationale pour le droit des femmes ont également porté les valeurs de paix. Face à la montée des nationalismes, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai ou Rosa Luxembourg, pour citer trois des plus connus, étaient du camp de la paix et se sont indignés face à l'entrée de leur pays dans la Première Guerre mondiale. Le choix symbolique du 8 mars permet de rappeler que ce jour-là, en 1917, ce sont des femmes qui ont mené les revendications contre la guerre et la vie chère à Pétrograd, prélude aux deux révolutions russes. On ne peut dissocier les liens entre les luttes des femmes et l'engagement pour la paix. Trop longtemps, les femmes ont été invisibilisées, aussi bien au niveau historique qu'au niveau quotidien. C'est le sens de notre rassemblement à Tulle le 8 mars. Et c'est aussi cela que le mouvement de la paix veut rappeler. La lutte des femmes et ne pas oublier les femmes qu'on ne voit pas au-delà de celles qui sont les plus connues. La culture de paix ne peut se réaliser qu'en combinant la promotion des politiques d'égalité hommes-femmes. La culture de paix ne peut être établie sur les bases d'une société patriarcale et machiste. Nous voulons la culture de paix, nous voulons l'égalité. Et cette égalité ne doit pas seulement être de façade ou sur le papier. Elle doit être présente dans chaque foyer, dans chaque entreprise. Pour aboutir à la culture de paix, il faut qu'au quotidien, dans le public et dans la sphère privée, on n'accepte pas les comportements patriarcaux ou sexistes. Il ne doit pas y avoir de discrimination fondée sur le genre. Vive l'égalité homme-femme, vive les droits des femmes, vive la paix. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous faire la lecture de la préface de Sophie Binet dans le livre de Pierre Outeric, Martha Desrumaux, une ouvrière féministe d'avant-garde. Qu'est-ce qu'être féministe? Une façon de penser et de se comporter à titre individuel pour sa propre vie, un engagement dans un mouvement collectif et d'émancipation des femmes, ou les deux à la fois? Peut-on attribuer le qualificatif de féministe comme un label que certaines mériteraient d'autres, et à partir de quels critères décidés par qui? Les féministes est intangible à toutes les époques et à tous les lieux, ou mériterait-il plutôt de se conjuguer au pluriel? Il y a des féministes comme il y a plusieurs manières de penser le socialisme ou le libéralisme. Toutes ces questions, et bien d'autres, ont soulevé par la lecture de ce livre de Pierre Outeric, historien connu et reconnu, notamment pour avoir mis en lumière le combat inlassable et la personnalité hors du commun de notre camarade Martha Desrumaux, ouvrière, syndicaliste, communiste, résistance, déportée. Pierre Outeric explique avoir été de nombreuses fois confronté à des interrogations, voire des contestations du caractère féminisme de l'apport de Martha Desrumaux. Il se confronte donc à la question à la manière d'un historien, c'est-à-dire dans le fil de la construction du mouvement féministe depuis la Révolution de 1789, avec ses dimensions nationales et internationales, et en se confrontant aux sources de ce que furent les prises de position et les actes de Martha. Ce faisant, il ne perd jamais de vue que c'est d'une ouvrière qu'il parle. Une ouvrière qui n'a appris que très tardivement à lire et à écrire, et qui, contrairement à ses pensées et ses engagements, on ne dira jamais assez l'importance de ce patient travail de mise en visibilité des combats et des vies ouvrières laissées,
la plupart du temps doublement dans l'ombre par le mépris de classe d'une part, par le mépris du genre d'autre part. Martha était une personnalité hors du commun, une des femmes syndicalistes les plus importantes du XXe siècle. Sa vie est celle d'une pionnière. Pourtant, elle a été invisibilisée de l'histoire sociale parce qu'une ouvrière et parce que femme. Elle a commencé à travailler à 9 ans dans une famille bourgeoise. Quelques mois plus tard, elle s'enfuit et déclare « Je veux devenir ouvrière ». Elle sait que les conditions de travail sont très dures, mais elle sait aussi qu'être ouvrière pour une femme, c'est déjà avoir une existence sociale, sortir du cadre privé de l'isolement et de l'absence totale de droit. Tourne la page. Alors moi je reprends. De l'absence totale de droit dans lequel enferme le travail à domicile. Entrée à l'usine, elle se syndique à l'âge de 13 ans à la CGT. Elle mène sa première grève presque à 20 ans et arrache en pleine guerre 5 francs d'augmentation. Une belle victoire. Ce succès sera une expérience fondatrice pour Martha qui lui démontre que les femmes peuvent se mobiliser et gagner. De fait, à l'image du parcours de Martha, c'est le développement du travail ouvrier des femmes au début du XXe siècle qui sera un facteur majeur d'émancipation. Par le travail salarié, les femmes sortent de l'invisibilité et construisent des solidarités. Par la grève, les ouvrières affirment leur existence sociale, démontrent la centralité de leur travail et son impact sur l'économie. Martha détonne aussi dans son choix de vie, puisqu'elle refuse de prendre le nom de son mari. Un choix très rare à l'époque, où les femmes n'ont ni le droit de travailler, ni le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Martha était une pionnière, souvent seule femme dans les instances politiques ou syndicales, quasiment exclusivement masculines. Elle n'utilisera pas formellement le terme féministe, mais semble toujours avoir été animée par la conviction d'avoir une responsabilité spécifique en direction des femmes et a mis toute son énergie militante à organiser les femmes et à leur donner une voix dans la société à un moment où elles n'avaient même pas le droit de vote. C'est ce qu'elle fait en 1936, quand, pendant les grandes grèves, elle se présente aux négociations de Matignon, porteuse des bulletins de salaire de centaines d'ouvrières, dénonçant l'abattement sur leur salaire des femmes, qui ne sera supprimé qu'en 1946. Le parcours de Martha Desrumaux permet aussi de rendre sa juste place à l'addiction des femmes dans la résistance. Elle participe à l'organisation du premier grand mouvement de grève sous l'occupation. En juin 1941, 100 000 mineurs du Nord cessent le travail. La répression est féroce. Des centaines de mineurs sont arrêtés. Martha est déportée à Ravensbrück et y restera 3 longues années, malgré des conditions de détention épouvantables. Elle continue à résister avec Geneviève de Gaulle et Marie-Claude Vaillant-Couturier en conduisant la solidarité pour les détenus les plus faibles, en volant des biens essentiels ou en sabotant du matériel. À son retour en avril 1945, elle est nommée par la CGT à l'Assemblée constitutive provisoire, où elle est une des premières femmes députées aux côtés de 16 autres, dont Marie Couette, également dirigeante de la CGT. Cependant, atteinte du typhus, elle ne peut y siéger. La vie et les combats de Martha conjuguent les 2 dimensions, classe et genre, qui définissent le féminisme syndical dont se revendique la CGT. En finir avec tous les systèmes d'exploitation et de domination sont les buts qu'il s'agisse de longue date. S'il a fallu attendre son 52e congrès en 2019 pour que la CGT s'approprie clairement le qualificatif de féministe,
Ses prises de position, comme ses combats, auraient pu ou dû lui permettre bien plus tôt. Historiquement, les relations entre féminisme et syndicalisme de classe n'ont jamais été simples. De la fin du XIXe siècle à une période presque contemporaine, les mouvements féministes étaient plutôt indifférents au sort non seulement des ouvrières, mais plus généralement des femmes du peuple. De son côté, la CGT rejetait ce qu'elle ressentait contre la volonté de substituer des classes dans lesquelles elle était pleinement engagée. Pourtant, à l'image de Martha, des femmes ont été présentes dans la CGT dès sa fondation. Une ouvrière, Marie Saderde, est d'ailleurs à la tribune du premier congrès de la CGT en 1895, parce qu'elle est à la tête d'une des plus grandes grèves de la période. Dès 1922, la CGTU se dote d'une commission féminine chargée d'organiser spécifiquement les femmes et de leur donner la parole, commission aujourd'hui appelée Femmes Mixité. Lors de la grande grève des pains de sardines à Douarnenez, la CGT dépêche d'ailleurs pour soutenir et amplifier la grève Lucie Colliard, membre de la commission féminine de la CGT, qui en plus de soutenir la mobilisation sur ses revendications salariales, parlera citoyenneté, contraception et égalité dans le couple avec les ouvrières en grève. Après une longue histoire mouvementée, les rapprochements actuels sont le fait d'un double mouvement, une meilleure appréhension par les associations féministes de la situation des femmes salariées, une meilleure appropriation par la CGT des mécanismes de domination patriarcale. La CGT regarde son histoire dans un esprit à la fois critique et respectueux des contextes historiques. Son collectif, syndiqué et militant, à chaque moment, en est à la fois le reflet et la force agissante pour le transformer. Ainsi, malgré ses insuffisances, la CGT a été le syndicat qui a permis que les ouvrières puissent se faire collectivement entendre et respecter. Avec la CGT, elles ont elles-mêmes gagné des droits en matière de salaire, de conditions et de durée de travail, de prise en compte dans le travail des questions liées à la maternité et à l'éducation des enfants. Ces luttes, ces acquis ont été guidés par la volonté de gagner le respect du droit au travail des femmes et l'exigence d'égalité dans tous les domaines. Le XXe siècle, celui dans lequel a vécu et lutté Martha Desrumaux, a été celui de la conquête des droits fondamentaux pour et par les femmes qui ont bousculé la famille et la société. Il revient aux générations présentes de lutter pour que le XXIe siècle soit celui des transformations émancipatrices. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, 8 mars, donc Stéphanie Chassin pour le Parti communiste français. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous rappelons que l'égalité entre les femmes et les hommes reste un combat permanent. Les droits dont nous bénéficions aujourd'hui sont le fruit de longues luttes menées par des générations de femmes et d'hommes engagés pour la justice, l'émancipation et la dignité. Dans notre pays, comme dans de nombreuses régions du monde, ces droits sont encore fragiles. Les inégalités salariales persistent, la précarité touche davantage les femmes et les violences sexistes et sexuelles continuent de briser des vies. À cela s'ajoute un contexte international marqué par les conflits, les crises sociales et la montée des forces politiques qui remettent en cause des droits fondamentaux durablement acquis. Partout, des femmes luttent pour leur liberté, pour leur sécurité, pour leur droit à disposer de leur corps, pour accéder à l'éducation, au travail et aux responsabilités. Leur combat nous rappelle que les droits des femmes sont indissociables du combat plus large pour la démocratie, la paix et la justice sociale. Face à ces reculs et à ces menaces, la mobilisation reste essentielle. Défendre l'égalité salariale, renforcer les moyens de lutte contre les violences faites aux femmes, garantir l'accès aux droits
et à l'autonomie, ces exigences doivent rester au cœur des politiques publiques et des luttes sociales. Parce que l'égalité ne se décrète pas et que les droits ne sont jamais définitivement acquis, le 8 mars est une journée de mobilisation et d'espoir. Aujourd'hui, plus que jamais, portons haut les combats pour l'égalité, la liberté et la dignité, fidèles à l'esprit de Tulle la rebelle. Merci. Oh, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, juste tant que j'y pense et avant la dispersion, vous donnez quelques-uns de nos prochains rendez-vous. Ouais, désolé. Le 14 mars à 14h30 à l'ULCGT de Brive, on organise une rencontre avec Martin Barzillaï, photoreporter sur le Refusnik. Et le 28 mars à Seillac avec Corres Cuba, Estrella et avec l'ULCGT, on organisera une conférence avec un représentant de l'ambassade cubaine sur le blocus. Et enfin le 10 avril à Brive, on organisera un concert d'Anzin à Salchadourne. Voilà, et je repasse... mais non, je repasse pas je redonne la parole à Kevin. Merci. Bonjour à tous et tous. Je tiens à remercier les représentants d'associations, les représentants de partis politiques. Dans quelques jours, nous fêtons le Conseil national de la résistance, le 15 mars 1944. Le Conseil national de la résistance, créé par Jean Moulin, contenant la CGT et l'image du peuple ouvrier. Un tiers des membres du CNR sont des militants syndicaux CGT, notamment Louis Saillom, Charles Laurent, Maurice Griguel-Volirmont, Louis Soyon, Pierre Villon, pour ne citer que. Mais en ce jour de 8 mars, je veux parler des femmes, trop souvent oubliées, trop souvent mises au second plan. Martha Desrumaux, Madame Arnal, Madeleine Riffaut, Germaine Tillon, Lucie Aubrac, Barty Olbrecht, Geneviève de Gaulle, Antoniose, Mélinée Manichon, Simone Mathieu, Rose Vaillant, Marcel Henry. Soyons lucides, une large partie de la population française soutenait le régime de Vichy dans cet océan de lâcheté ordinaire. Les résistantes étaient dotées d'une force morale et d'un courage exceptionnel. En ce lieu historique, il faut mettre fin à la domination du capitalisme, lutter contre l'extrême droite, tout comme les résistantes et résistantes par leur action ont combattu le régime de Vichy. Ils ont été capables aux heures les plus sombres de l'histoire de s'unir et d'appeler les jours heureux, témoignage d'une immense clairvoyance. Loin de se limiter à l'abrogation des mesures du gouvernement de Vichy ou de viser à la restauration des réformes du Front populaire. Je veux dire ici, au nom de la CGT, à Jean Moulin, à Martha Desrumaux et aux centaines de milliers de résistants et résistantes, que nous savons ce que nous vous devons. La liberté, bien sûr, mais aussi nos droits sociaux. Elles ont été l'armée de l'ombre. Elles ont réclamé ni gloire, ni larmes. Et leurs exploits n'ont été même pas valorisés. Leur rendre hommage est une mesure de justice, mais aussi une nécessité. Car leur courage et leur clairvoyance est une boussole pour la génération d'aujourd'hui. Cette remise en cause sociale se double d'une déchéance morale. Les dignes érigés grâce à la résistance entre les forces républicaines et l'extrême droite sont conscieusement détruites. Et le RN est désormais... Oula, j'ai perdu ma phrase. Est désormais considéré comme un parti comme les autres. Résultat des attaques contre le programme du CNR, les droits et les libertés des femmes. Le monde en 2026 ressemble de façon saisissante à celle des années 30. Multiplication des conflits armés. L'extrême droite au pouvoir crée un masculinisme débridé
pour remettre les femmes au foyer. Plutôt Hitler que le Front populaire. C'est vraiment triste. Ce slogan semble redevenu d'actualité pour le parti du capital. Dans ce monde de bascule, où comme l'écrit Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. L'expérience du CNR doit nous servir de boussole et nous inspirer pour mener encore aujourd'hui les luttes pour le droit des femmes. La résistance est partie d'hommes et de femmes, déterminés, souvent militants, qui ont pour stratégie de s'appuyer sur les problèmes concrets de la population pour créer une solidarité et une défiance au régime de Vichy. Ainsi, des milliers de personnes qui n'auraient jamais imaginé y ont participé à leur échelle, à travers de multiples solidarités dans leur quotidien. Partir du quotidien de la question et de la dignité pour ne pas courber la tête, rassembler par en bas et s'appuyer sur les pratiques démocratiques. C'est tout ce que cela nous dit, nous devons nous inspirer. Et aussi de la grande qualité des résistantes, l'optimiste, pas un optimiste béat ou langue de bois, mais une optimiste de combat. L'histoire le montre, la clairvoyance et la volonté de quelques-unes. Ça permet de déplacer les montagnes. Rien n'est écrit d'avance. L'optimisme est ce qui permet de rassembler et de relever la tête. Et dans les moments de doute ou de fatigue, pensons aux résistants, pensons aux résistantes. Déportées, elles ont eu le courage de résister jusqu'au camp de concentration, à l'image de Martha Desrumaux, Geneviève de Gaulle, Antonios, Marie-Claude Vaillant, couturier, qui à Ravensburg organisait des opérations de solidarité et de sabotage. Aujourd'hui, les résistantes et les résistants, c'est nous. La lutte pour le droit des femmes est notre combat. Hier comme aujourd'hui, courbons pas les chines. Travailleurs et travailleuses, l'égalité homme-femme, ce sont nos jours heureux. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a la volonté d'autres prises de parole? C'est ouvert. Personne. Mais je propose la dissolution du rassemblement. Voilà. Dislocation. La dislocation. La dissolution. Voilà.